Merci de m'accueillir déjà. Moi, je travaille beaucoup sur Ambroise Croizat, donc un des fondateurs de la sécurité sociale. Et quand on travaille sur ce personnage, forcément, on croise d'autres grandes figures de la militante du XXe siècle, et notamment un homme qui vous est sûrement cher, là, Marcel Paul. Et moi, j'ai tout de suite été frappé par la similitude des deux chemins. C'est assez étonnant quand même, hein. Ils sont tous les deux d'une extraction pauvre, mais alors une grande pauvreté, hein. Marcel Paul, lui, il est trouvé sur un banc un 14 juillet 1900, vous voyez, en plus la date elle est assez étonnante, hein. C'est un enfant abandonné. Croizat, lui, est fils de manœuvre, mais d'un petit manœuvre. Tous les deux, ils vont grandir donc, dans une grande pauvreté. Et tous les deux, ils vont prendre conscience politiquement au même moment, pendant la guerre de 14. J'y reviendrai. Tous les deux, ils vont prendre le même canal syndical, la CGT, le même canal politique, le PCF. Ils vont se retrouver tous les deux au grand moment de l'histoire ensemble, de l'histoire ouvrière, sous le Front populaire. Ambroise Croizat sera député de Paris, tandis que Marcel Paul sera conseiller municipal à Paris. Tous les deux, ils vont subir la répression intense des années 39. L'un va partir au bagne d'Alger, Croizat. L'autre, Marcel Paul, à Auschwitz puis à Buchenwald. Tous les deux, ils vont se retrouver dans le même gouvernement qui va changer la vie des Français, la nôtre, en 1945 et 1946. Le gouvernement de Gaulle d'abord, et puis après, tous les deux vont être ministres. L'un de la production industrielle, Marcel Paul, l'autre de la sécurité sociale et du travail, Croizat. Voilà, donc moi, ce qui m'a frappé, c'est ça d'abord. Et je me suis dit qu'il fallait que je bosse un petit peu les deux personnages. Je vais essayer d'évoquer les raisons qui m'ont poussé vers ces deux personnages, et à travers ces raisons, essayer de dessiner le portrait de deux hommes qui ont complètement bouleversé la vie des Français, à travers, en instaurant, sous l'inspiration du CNR, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, et avec le peuple de France, parce qu'ils ne sont pas providentiels, ce qui me semble être, moi, les plus grandes conquêtes de la dignité. D'abord, la sécurité sociale, avec, vous verrez, tout ce que nous a laissé Croizat, un catalogue social impressionnant. Et puis, pour Marcel Paul, c'est toute la nationalisation de l'énergie à la libération, et qui a permis toute la reprise d'après-guerre. La première raison, moi, qui m'a poussé vers Croizat, Philippe l'a évoqué, c'est mon enfance, et je ne peux pas ne pas l'évoquer parce qu'elle m'a permis de voir, à hauteur d'homme, au ras du quotidien, ce que voulait dire un vrai changement social. J'ai été donc élevé dans la maison même où il est né, à Notre-Dame de Briançon, en Savoie, et dans cette maison où je vivais avec ma mère, il y avait 8 enfants, il n'y avait pas de père, et ma mère était ouvrière, femme de ménage, à l'usine où Ambroise Croizat, où le père d'Ambroise Croizat avait travaillé. Et très tôt, j'ai entendu parler de cet homme. Et ceux qui m'en parlaient, donc ils en parlaient avec une admiration alors extraordinaire, hein, tous ces vieux ouvriers autour de moi. Et ils avaient les yeux qui pétillaient, ces gens. Tout simplement parce que l'homme avait inventé là quelque chose qui allait complètement changer la vie des gens de l'époque, et puis la nôtre après, notamment à travers les grandes réformes comme la Sécu. Et il faut quand même se rappeler ce que voulait dire un pays sans sécurité sociale. Prenons l'année 1938, donc on est dans une période assez difficile. Il y a 7 millions de salariés en France, 5 millions n'ont aucune protection sociale, à part quelques vagues mutuelles épuisées à la moindre épidémie de grippe, ils n'ont rien. 2 millions ont des assurances sociales qui sont nées dans les années 30, mais c'est plus de l'aumône pour des nécessiteux, avec des prestations très faibles, des remboursements très limités. Donc on vit sans protection sociale. Ça veut dire quoi, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que quand on est malade, on ne travaille pas. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Si on n'a pas de salaire, on fait comment pour vivre? C'est ça la réalité d'un pays sans protection sociale. On vit dans la peur et dans la terreur de la maladie et de l'accident du travail, en permanence. Et moi, j'ai un exemple assez fort. Un paysan me racontait que dans les années 38, tout près de chez moi, il avait dû opérer son enfant de l'appendicite et ça lui avait coûté très cher. Il avait dû vendre 2 vaches, il en avait 3. Vous voyez, plus de la moitié du cheptel qui part dans une opération pour un enfant.
Voilà, c'est ça la réalité de l'absence de la protection sociale à l'époque. On vit dans la peur, dans l'angoisse de la maladie. Pareil pour la retraite. À l'époque, il y a 7 millions de salariés, 5 millions n'ont aucune retraite. 2 millions ont une vague retraite qui date des années 1910, mais elle est tellement faible qu'il faut travailler jusqu'au bout, c'est-à-dire pousser l'activité du travail jusqu'au bout. La retraite, alors, ça s'appelle le cimetière. Donc on voit bien que lorsque un homme comme Croizat, soutenu par le peuple de l'époque, sous l'inspiration du CNR, annonce à la tribune la chose suivante: désormais nous mettrons fin aux angoisses du lendemain, désormais nous mettrons l'homme à l'abri du besoin, la retraite ne sera plus l'antichambre de la mort mais une nouvelle étape de la vie, la vie ne sera plus une charge ni un calvaire. Et bien ça change complètement la vie des gens. L'autre raison, moi, qui m'a poussé vers ce personnage, c'est parce qu'il est l'auteur de la loi sur les comités d'entreprise à la Libération, et que moi, ça m'a complètement changé la vie en tant que fils d'ouvrier. Ça voulait dire quoi, être un enfant de comité d'entreprise à l'époque, un fils d'usine, comme on appelait. Ben, ça me permettait, moi, d'aller vers les livres, parce que c'était le seul endroit où il y avait des livres, la bibliothèque du CE. Ça me permettait d'éviter de vivre dans ce site enfumé dans lequel on vivait toute l'année en partant en vacances. Moi, j'avais 1 mois de vacances grâce aux colonies de vacances de mon CE. Et puis surtout, ça m'a permis d'avoir des bourses scolaires du CE, sans lesquelles je ne serais pas allé à l'université à Grenoble faire de l'histoire, parce que ma mère n'avait pas les ronds pour le payer. L'autre raison, moi, qui m'a poussé vers ces deux personnages, c'est quand même l'extraordinaire beauté de leur chemin, quoi. Moi, je suis toujours fasciné de voir comment ces types ont vécu. Enfin, prenons Marcel Paul. On le trouve sur un banc, donc l'enfant abandonné. Il n'y a pas plus grande pauvreté que ça. On va le mettre à l'hospice, hein, parce qu'on le trouve comme ça, on ne sait pas trop d'où il vient. Et si je le reprends 40 ans après, ce type, il est où? Ben, il est aux côtés du général de Gaulle, en train de nous laisser l'une des plus belles entreprises européennes, EDF, avec un statut social qui est un véritable bijou de la dignité. Voilà, et ça uniquement par l'école de la lutte et du syndicalisme, parce qu'il n'est même pas allé à l'école, Marcel Paul. Pareil pour Croizat. Croizat, il naît dans un quartier ouvrier, mais complètement abandonné du début du siècle. Son père, il est manœuvre. Son père travaille 7 jours sur 7. Il n'y a pas de congé hebdomadaire à l'époque, en 1900. Il travaille 12 heures par jour, c'est le tarif horaire de l'époque. Il n'y a aucune protection sociale. On travaille dans des conditions abominables dans les fours. Et si je le reprends, cet homme, 40 ans après, ben, je trouve à côté de Marcel Paul, du général de Gaulle, en train de nous laisser l'une des plus belles conquêtes de l'humanité qui s'appelle la Sécu. Et pas seulement, vous verrez, parce que l'héritage de cet homme est impressionnant. Hein. J'essaierai de le décliner tout à l'heure. On va reprendre le chemin de ces deux hommes. Donc, Marcel Paul, on le trouve sur un banc. Il vient d'une femme qui s'appelle Clémentine Dubois. C'est une pauvre femme de l'époque, ouvrière, qui n'a même pas pu élever ses gamins et qui est obligée de l'abandonner. Et quand on abandonne un enfant, ben, on le laisse là où on peut, vers les églises, sur des bancs. Et là, il est trouvé par sans doute un ouvrier de l'époque, et il ne sait pas quoi en faire. Alors on l'amène là où on amène les enfants abandonnés, à l'hospice. Et il va aller à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul pendant 4 ans. Il va vivre dans ces dortoirs de 40 lits, là, élevé un peu n'importe comment. Et après, il est destiné au travail. On va le mettre dans une famille d'accueil, mais ce n'est pas les familles d'accueil d'aujourd'hui, hein, avec la pédagogie des familles d'accueil d'aujourd'hui. Les familles d'accueil de l'époque, c'est des paysans qui ont besoin de main-d'œuvre et qui prennent des enfants comme ça pour les faire travailler. Et à l'âge de 7 ans, on va le retrouver, Marcel, dans la Sarthe, à Moncé, dans une famille paysanne. Et là, il vit ce que vivent les petits valets de ferme de l'époque, c'est-à-dire il dort dans l'étable. Cet homme qui va nationaliser les Lumières, il ne connaît pas l'électricité à l'époque. Hein. Il vit sous les coups du maître constamment, il en parle beaucoup dans ses mémoires. Il y a quelques éclaircies comme son instituteur qui lui ouvre un peu la voie des livres. Et il va vivre comme ça jusqu'à 13-14 ans dans le même endroit, donc dans la Sarthe. Et en 1914,
ce petit gamin, il faut l'imaginer, donc il a 14 ans, il voit passer des trains qui partent vers Verdun, la guerre, tout ça, et il est étonné parce que tout le monde chante dans les trains. C'est la grande... on va vers la guerre, on va en finir avec les Allemands, demain on sera à Berlin, quoi. Les gens ils chantent, hein, c'est le fusil, la fleur au fusil. Et ce même gamin, Marcel Paul, il revoit passer les trains 15 jours après, avec les mêmes soldats, mais cette fois-ci à moitié déchirés, mutilés et tout. Et il prend conscience de ce que c'est que la guerre, quoi. Et à un moment, il dit j'ai pris conscience de mon engagement politique à partir de la guerre. Et j'ai très vite compris que la guerre, c'était une stupidité terrible et qui était due à ce capitalisme. En même temps, Jaurès disait, vous vous rappelez la phrase, la guerre, c'est comme la nuée que porte l'orage, et l'orage, c'est le capitalisme. Donc il prend conscience de ça et il s'engage dans la CGT. 1914, il a 14 ans. Même chose pour Croizat. Croizat, lui, naît dans une cité ouvrière de Savoie. Son père, donc, est manœuvre, je vous l'ai dit. Et son père prend très vite conscience que si on veut se changer la vie, il faut se bouger. Et le père Croizat, Antoine Croizat, va devenir l'un des militants les plus importants de la région Rhône-Alpes. Il lance en 1906 une grève qui va marquer fortement les vallées de chez nous, en Savoie. On le sait par les archives de police. L'inspecteur de police, un jour, en 1906, le 23 avril 1906, l'inspecteur de police de Moutier est appelé par le patron de l'usine où travaille Antoine Croizat en disant il faut venir vite parce que ça bouge dans l'usine. Et l'inspecteur de police raconte qu'il a vu sortir 10 ouvriers qui hurlaient dans la cour de l'usine. Le premier avait un drapeau rouge, et il le nomme, il s'appelle Antoine Croizat, et il dit ces 10 ouvriers viennent d'être licenciés pour avoir osé créer un syndicat, et c'est un syndicat CGT. Aussitôt, le Antoine Croizat, il se met devant la porte de l'usine, ils font un piquet de grève avec les 10 ouvriers, l'équipe du soir fait solidarité avec eux, puis c'est toute la vallée qui part en grève jusqu'à Ugine. Et devant cette grève, le patron est obligé de plier. Et le 2 mai 1906, il accepte, ce patron, toutes les conditions du nouveau syndicat ouvrier. D'abord la reconnaissance du syndicat, mais aussi des augmentations de salaire, des jours de congé, 2 jours de congé payés par an. Et ça, c'était totalement nouveau à l'époque. Mais seulement, on ne veut plus voir Antoine Croizat dans l'entreprise. Et on lui demande d'aller ailleurs. Et comme la grève avait été importante, il va être muté dans une autre entreprise du groupe, à Ugine. Donc la famille Croizat quitte Notre-Dame de Briançon. Le petit, là, Ambroise, il a 5 ans et se retrouve à Ugine. Seulement, ça le démange, Antoine, et il recommence la même chose à Ugine. À peine arrivé, 2 jours après, il lance une nouvelle grève. Bon, là, ça ne marche plus parce qu'on le connaît. On le ramène à la gare par les oreilles en lui disant d'aller espérer ailleurs sa révolution. La famille va se retrouver à Lyon, où là, Ambroise Croizat se retrouve, comme Marcel Paul, face à la guerre. Il se retrouve d'autant plus face à la guerre que son père, Antoine, part à la guerre. Donc, comme il est seul à prendre en main la famille, parce que derrière, il y a d'autres petits, il faut qu'il travaille. À 13 ans, donc, il s'embauche à l'usine robinetterie de Seguin, à Lyon. Et là, 2 jours après, dans une manif de la CGT contre la guerre, il adhère à la CGT. Donc vous voyez, même chose, hein, Paul rencontre la CGT à partir du pacifisme, et Croizat pareil. Tous les deux, ils vont devenir des militants importants, des militants régionaux de la CGT dès 1918. Ils ont 17 ans, vous voyez, la prime à la jeunesse de l'époque. Hein. Tous les deux vont se retrouver au congrès de Tours en 1920, et tous les deux vont devenir de jeunes communistes. Donc c'est vous savez, le congrès de Tours, c'est la scission entre le PS, le SFIO, et puis va naître là le Parti communiste, à partir de l'idée qu'il faut suivre la révolution soviétique. Et donc tous les deux vont devenir des jeunes communistes. Qu'est-ce que c'est que des jeunes communistes à l'époque? C'est des gens qui se battent sur 2 thèmes, et essentiellement là-dessus, l'antimilitarisme et l'anticolonialisme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 20 ans.
19, 20 ans. Ils partent sur les routes, ils sont dans les gares, dans les ports. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils poussent les soldats à la désertion, à ne pas aller vers les guerres coloniales de l'époque, c'est-à-dire les guerres du Rif ou les guerres de Syrie. Ils grandissent, ils vont avoir très vite 25, 26 ans, et là, c'est assez étonnant, ils vont se retrouver tous les deux au même moment, deux très hauts responsables de la CGT, 1927, l'un à 26 ans, l'autre à 27 ans. Ils sont tous les deux les plus hauts responsables syndicaux de leur fédération. Ambroise Croizat, secrétaire de la fédération CGTU des métaux, Marcel Paul, secrétaire de la fédération de l'éclairage CGT. Croyez-vous que ces gens, comme les permanents d'aujourd'hui, restent dans leur bureau? Pas du tout. Hein, ce sont de hauts responsables, de très hauts responsables, les plus hauts. On va dire c'est comme Martinez ou Sanchez chez les métaux. Hein. Eh ben non, ils partent sur les routes. Ils ont deux valises, dans l'une il y a leurs effets personnels, dans l'autre il y a des vies ouvrières, des brochures sur le mouvement ouvrier, et ils font le tour de France, des grèves de l'époque. Ils sont appelés un peu partout, parce que ça barde à l'époque, entre 27 et 34, et on les retrouve un peu partout. Moi j'ai eu du mal à les suivre. Un jour ils sont à Grenoble, après, quelques temps après ils sont à Marseille, ils se font casser la gueule par les fascistes de l'époque, parce que ça monte le fascisme. Ensuite ils sont à Bordeaux, on les retrouve ensuite dans le Nord, à Tourcoing, et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à la grève, ils répondent à des appels des copains, ils organisent des cahiers de revendication, et très vite, sur ce chemin des grèves, ils comprennent une chose qui va changer la vie, hein, c'est que si on veut lutter contre ce qui est en train de monter du côté de l'Allemagne, le nazisme, on est en plein là, 27, 34, 33, Hitler est arrivé au pouvoir. Hein. Si on veut lutter contre ce qui est en train d'arriver en Italie, ce qui est déjà arrivé en Italie, le fascisme, 1922, Mussolini, ce qui arrive en France, et en France ça arrive, hein, les ligues d'extrême droite, en 1934, sont extrêmement actives. D'ailleurs, le 6 février 1934, c'est à deux doigts, ils sont à deux doigts de prendre le pouvoir en voulant investir l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon. Donc ces deux jeunes-là, mais avec d'autres qui sont des grandes figures de la libération, comme Prosper Moquet, Sémar, qui va mourir assassiné, Maurice Thorez, tous ces gens-là, ils sont sur la route. Hein, et ils essayent une chose qui va être importante, c'est d'unir cette classe ouvrière qui avait été désunie au Congrès de Tours pour faire barrage au fascisme. Et cette union du peuple, de la classe ouvrière, va aboutir à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1936. En 1936, le 3 mai, le Front populaire est au pouvoir, dirigé par Léon Blum, un socialiste. C'est une addition de partis qui vont du Parti radical jusqu'au Parti communiste. Et très rapidement, Paul et Ambroise Croizat vont comprendre, comme le peuple, qu'il faut faire attention parce que très rapidement, Léon Blum, arrivant au pouvoir, tient à préciser les choses. Il dit une phrase très simple de l'époque: on n'est pas là pour conquérir le pouvoir, mais pour exercer le pouvoir. Autrement dit, on va gérer loyalement le capitalisme avec une politique sociale hardie. Très rapidement, le peuple, il comprend ça. Et on voit se déclencher alors un mouvement qu'on n'avait jamais vu, un mouvement de grève énorme qui va toucher tout le mois de mai, le mois de juin. 12 000 grèves avec occupation d'usines, c'est énorme à l'époque. Il y a 5 millions de travailleurs dans les rues. Il y a une syndicalisation, une flambée syndicale formidable. Que veut ce peuple? Très rapidement, on comprend. Il veut que la gauche au pouvoir réalise ce qu'elle avait promis, et bien plus. On voit bien comment ça ressemble aussi à aujourd'hui. Et c'est ce mouvement-là, cette mobilisation-là, qui va aboutir à ce qu'on appelle les accords Matignon, où le patronat complètement paniqué, c'est vraiment une panique terrible du patronat, est obligé de céder toutes les revendications de la CGT de l'époque. Et ces grandes revendications, ça va donner 3 grandes conquêtes sociales. La première, les congés payés. La deuxième, les 40 heures. La troisième, les conventions collectives. Il faut s'arrêter un moment sur les congés payés. Aujourd'hui, ça nous est familier, mais à l'époque, c'est énorme. Et moi, j'ai une délibération, j'ai lu une délibération aux archives d'un copain de la CGT de l'époque qui est chargé d'aller dans toutes les usines pour dire
ce que le peuple mobilisé a obtenu à Matignon face au patron. Et dans une salle où il y a énormément de monde, ce copain de la CGT dit « Voilà, vous avez obtenu, grâce à votre mobilisation, les congés payés. » Et bien dans la salle, il y a le même silence qu'aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas le mot. Et il y a un paysan qui lève la main en disant « Attends, tu nous dis qu'on va avoir des congés payés. » C'est-à-dire que non seulement on va être en vacances, mais en plus ils vont nous payer. Tu as dû boire des coups avant de venir, c'est pas possible. Ça paraissait totalement incompréhensible. 12 jours de congés payés. C'était énorme. L'autre grande réforme, alors celle-là elle est encore plus surprenante, c'est les 40 heures. On passe en une semaine de 68 heures, 72 heures à 40 heures. Je ne sais pas si ça nous paraît aujourd'hui complètement fou. Hein. Et les ouvriers appelaient cette semaine de 40 heures la semaine des 2 dimanches, parce que c'est la première fois qu'ils ne travaillaient pas le samedi. Avec un salaire qui est le même. On passe de 68-72 heures à 40 heures avec le même salaire. Vous voyez le salaire horaire, comment il monte. Et la troisième grande conquête, on la doit à Croizat, c'est les conventions collectives qui vont... c'est la moins connue des conquêtes du Front populaire, mais à mon avis c'est la plus importante, parce que ça va changer la vie des gens. C'est le passage, enfin c'est la substitution au droit oral et divin du patronat d'une codification écrite des conditions de travail établie avec l'assentiment des délégués du personnel élu. C'était complètement nouveau, ça changeait. On ne payerait plus désormais les gens aux faciès syndicales ou politiques, mais selon des classifications précises. Vous savez, le Front populaire, il ne va pas durer longtemps, parce que très rapidement, on va se poser la question qui est essentielle. Maintenant qu'on est au pouvoir, on fait quoi? Voilà. Est-ce qu'on fait des réformes de structure profondes qui vont changer la nature du système, ou est-ce qu'on se contente d'une politique sociale? Là, c'est le déchirement, la déchirure entre les partisans, ceux qui veulent des réformes de structure, ceux qui ne veulent pas toucher au système. Première fracture. Deuxième fracture, elle est plus grave encore, c'est la guerre d'Espagne. En Espagne, Franco menace la République espagnole, et il faut, en Europe, se décider. Est-ce qu'on va l'aider? Est-ce qu'on va aider la République espagnole, ou est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde. On décide de ne pas y aller, de ne pas intervenir. Blum décide de ne pas intervenir dans le sillage des Anglais. Ce qui fait que ça fait encore une déchirure de plus. Alors, il s'organise des brigades internationales pour aller aider la révolution, enfin la République espagnole, mais ça ne change rien. Le Front populaire se déchire. Et on va très vite aboutir à l'année 1938, qui est une année terrible pour le mouvement ouvrier, surtout le mois de novembre. Le 15 novembre, un homme est au pouvoir en France, il s'appelle Daladier, il est du Front populaire, hein, et il décide, arguant de la nécessité d'être compétitif face aux enjeux de guerre qui arrivent, de supprimer tous les acquis de mai. Voilà. Plus de congés payés, plus de 40 heures, plus de conventions collectives. Aussitôt, la CGT, elle lance une grève, qui est une grève générale, lancée le 30 novembre 1938, et cette grève, elle échoue. Elle échoue pour des tas de raisons, mais 2 essentiellement. L'armée est dans l'usine. L'armée est devant les portes de l'usine. Tous les transports sont réquisitionnés. Ce qui fait que des gens hésitent à faire grève, d'autant plus que sur les portes des usines, et ça, moi j'ai l'affiche chez moi, hein, donnée par un militant CGT, le patronat avait écrit manuscritement dans l'usine où travaillait le père Croizat, ceux qui feront grève le 30 novembre ne reviendront pas le 1er décembre. Ben, c'est ce qui va se passer. 40 000 licenciés le 1er décembre 1938, essentiellement des syndicalistes CGT. La CGT est décapitée en novembre 1938. Puis on va rentrer dans l'année 39, elle est encore pire, celle-là. C'est l'année du pacte germano-soviétique qui concerne les militants, mais qui va être une occasion rêvée pour le patronat d'en finir avec les communistes. Et c'est là que Ambroise Croizat va commencer à payer son engagement politique. Le 7 octobre, il est arrêté donc, sur le parvis de l'Assemblée nationale, transféré à la prison de la Santé, on lui met les fers aux pieds, il a un costume de bagnard, il traverse 14 prisons en France pour aller vers le sud, et il arrive à Marseille, au Fort Saint-Nicolas, enfermé, avec 35 autres députés communistes. Il ne sait pas du tout où il va aller. Il écrit à sa femme Denise, voilà, on va prendre un bateau, mais on ne sait pas du tout où on va.
Et c'est une petite missive sur carte qu'on donnait aux détenus. Et 10 jours après, Denis, sa femme, reçoit une autre petite carte comme ça, et il dit où il est. Il est au bagne d'Alger, donc dans une maison de forçat. Il va vivre 2 ans et demi dans ce bagne d'Alger, dans des conditions absolument terribles. C'est le bagne de Pétain, donc. Et entre la dysenterie, les coups, les interrogatoires, les simulacres d'exécution, et il sera libéré seulement en février 1943, on verra pourquoi. Pendant ce temps-là, Marcel Paul, lui aussi, après avoir traversé tout le Front populaire, rappelez-vous, Marcel Paul était un conseiller municipal de Paris, et là, il nous laisse des conquêtes sociales que les électriciens et gaziers n'évoquent jamais. C'est dommage, parce que Marcel Paul, c'est pas seulement celui qui a nationalisé l'énergie, il est aussi l'auteur des crèches, et ça c'est important, hein. Les crèches parisiennes, c'est lui. Il est l'auteur de toutes les lois sur les secours d'urgence, ce qui vont donner plus tard les SAMU, c'est lui aussi. Il va avoir un rôle très important dans l'aide aux républicains espagnols, notamment en étant à l'origine d'une ligne électrique qui va aider les républicains espagnols. Et puis il va vivre la même répression que Croizat, mais lui, il ne va pas être enfermé tout de suite. En 1939, il est mobilisé, et comme on le surveille de très près, il est envoyé dans un bataillon disciplinaire sur le front de l'Est, hein, parce que c'est la guerre qui commence, c'est la drôle de guerre, et on l'envoie dans un bataillon disciplinaire qui est chargé de déminer. Vous voyez, c'est quel cas on va faire de ce bonhomme, hein. Et comme c'est la défaite en 1940, c'est l'exode, il en profite pour se sauver, et il va se retrouver très rapidement en Bretagne, où là, il lance la résistance. Il est à l'origine, en Bretagne, de la première organisation spéciale, qui est le fondement des futurs FTP. Voilà, en 1940-41. 41 surtout. Et en 41, il doit partir à Paris, parce qu'il est extrêmement coincé en Bretagne, et il lance pareil à Paris, l'OS, hein, en travaillant avec les MOI à l'époque, c'est-à-dire les Manouchian et compagnie. Ils sont en pleine clandestinité, ils attaquent les trains, enfin, et il se fait arrêter le 13 novembre 1941. Il est déporté d'abord au bagne de Compiègne, puis à Fontevraud en France, et ensuite ce sera Auschwitz et Buchenwald. Voilà. Quand il rentre à Buchenwald, Ambroise Croizat lui sort du bagne. C'est 43-44. Rappelez-vous, hein, en 43, en novembre 42, débarquement anglo-américain en Algérie, s'ouvre un espace de liberté qui va être pris en main par le général de Gaulle au détriment du général Giraud. Le général de Gaulle crée un comité français de libération nationale, c'est le gouvernement provisoire, on est en 43, et là il s'entoure d'une commission consultative dans laquelle on va retrouver Ambroise Croizat qui vient d'être libéré par ce débarquement. Et c'est là, dans cette commission consultative, qu'Ambroise Croizat va mûrir toutes les grandes inventions sociales dont il va être l'auteur en 1944, notamment la sécurité sociale. Il le fait avec qui? Eh bien, en lien avec ce qui est en train de naître en France, 27 mai 1943, 19 jeunes se réunissent à Paris en toute clandestinité et décident, sous l'autorité de Jean Moulin, c'est le Conseil national de la résistance, de libérer le territoire et surtout d'inventer un programme qu'on va appeler le programme du Conseil national de la résistance, qui va complètement changer la vie des Français à la libération, notamment à travers la Sécu et tout ça. Donc on voit bien le travail entre Croizat, qui est à Alger, dans cette commission, et le CNR. Tout ça se fait de manière clandestine. Et il faut se rappeler que le CNR, c'est 19 jeunes qui se réunissent en toute clandestinité, alors que dehors ça fusille, ça déporte, et qui inventent une France nouvelle. Et moi je me dis toujours, ça laisse un sacré espoir, parce que imaginons ces jeunes, 48 rue du Four, ils ont mis un temps incroyable à organiser cette réunion, parce que c'est extrêmement dangereux. Et comment vous pouvez-il imaginer qu'en pleine collaboration, en pleine guerre, ils allaient réaliser 2 ans après ce qu'ils avaient inventé en pleine clandestinité? Oui, c'est ça. Ça laisse quand même de l'espoir, hein. Tous les deux vont revenir en France, Croizat en 1944, Marcel Paul en 1945, après la libération de Buchenwald
à laquelle il a participé. Et en 1945, eh ben, le destin de la France change. C'est De Gaulle qui est au pouvoir, mais en même temps, c'est un rapport de force nouveau qui tient en 4 choses. En France, 29% des voix au Parti communiste, 28,6. 5 millions d'adhérents à la CGT, c'est la Libération. Une classe ouvrière grandie par la résistance, un patronat mouillé par la collaboration. Tout ça, ça permet le changement. Et ce changement, c'est entre autres l'arrivée de Marcel Paul au ministère de la Production industrielle et de Croizat au ministère de la Sécurité sociale. Prenons Croizat d'abord. Croizat, en 2 ans, et là c'est complètement étonnant, hein, en 2 ans, c'est-à-dire de novembre 45 à mai 47, il nous laisse donc la Sécu, les comités d'entreprise, c'est lui, tous les statuts des électriciens gaziers signés avec Marcel Paul, le statut de la fonction publique signé avec Thorez, le statut des mineurs. Il triple le montant des allocations familiales, il crée la prime prénatale, il double le congé maternité, il crée l'allocation de salaire unique, la caisse d'intempéries du bâtiment, la loi sur les heures supplémentaires. Oui, tout ça en 2 ans, dans un travail absolument fou. Et c'est pas étonnant si l'homme il va mourir assez rapidement. Pendant ce temps-là, Marcel Paul, il fait lui aussi son travail. Et là, alors, c'est un boulot. Moi, je me demande comment ça a été possible. Hein. Il s'agit de nationaliser l'énergie. Mais on ne se rend pas compte que c'est 1328 sociétés différentes du gaz et de l'électricité qu'il faut réunir avec toutes les connexions que ça suppose à l'époque. Alors, comment il a pu faire ça? Et il commence en novembre 45, et donc il est élu le 13 novembre 45, et le 27 mars 46, c'était 3 mois après, 4 mois après, il ouvre donc à l'Assemblée nationale le projet, il montre à l'Assemblée nationale le projet de nationalisation. Et immédiatement, il y a des oppositions. Immédiatement. Hein. Il faudra... ça va se passer au terme de 171 amendements. La droite est contre. Alors évidemment, hein, le MRP de l'époque. Les socialistes sont contre. Les socialistes voulaient à l'époque des offices du gaz et de l'électricité. Pas de nationalisation de la distribution. Donc il a fallu qu'ils se battent pendant 10 jours, avec des menaces de grève des électriciens et gaziers de l'époque, pour imposer la loi de nationalisation. Et ce qui est assez étonnant, moi je raconte dans le dernier livre, là, où j'ai retrouvé, grâce à des copains EDF de Paris, une interview de Marcel Paul en 1964 à la section Charonne. Il dit que il avait tellement peu confiance dans le gouvernement de l'époque qu'il est allé déposer lui-même la loi de nationalisation, le décret, à l'imprimerie nationale, tout seul le soir, après une soirée mondaine dans les ministères, pour être sûr que le texte soit imprimé. Il sera imprimé donc le 8 avril. Et l'idée continue, si on veut, et à partir de cette belle phrase de Marcel Paul, hein, Marcel Paul disait, si on veut une économie de qualité à la hauteur des besoins ou des ambitions d'une nation, il faut un statut social à la hauteur des besoins des hommes. C'est l'idée du statut qui va naître le 22 juin 1946. Là aussi, il va falloir l'imposer, hein, avec cette idée forte de faire de l'électricien gazier non pas un homme passif, mais un acteur, un gérant de son entreprise, quoi, avec l'importance du personnel dans l'entreprise. Je ne vais pas vous dévoiler vos statuts, là, vous connaissez par cœur. Hein. Vous avez du pot entre avoir ce statut. Hein. Et Marcel Paul va, dans ce statut, vous savez bien, hein, il y a cette idée forte de prendre le 1% pour les activités sociales. On disait les œuvres sociales, c'était encore très patronal à l'époque. Pour ça, il faut les gérer, ces œuvres sociales. Et ben, c'est Marcel Paul qui va encore gérer ça. Le 20 février 1947 est créé ce qu'on appelle le CCOS, qui est l'ancêtre de la CCAS. Et là, il est président, lui, 20 février 1947, et commence une politique sociale qui est absolument fantastique. Hein. Ça tient dans des chiffres simples, 90 000 livres qui arrivent dans ce qu'on appelait les CAS à l'époque, là. Les enfants qui partent en vacances, et ça aussi c'est une réalité sur laquelle il faut s'arrêter. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les centres de vacances de la CCS, du CCOS
en 1946, notamment celui de Megève. À Megève, vous avez une institution et elle ouvre sur un lycée privé. Donc c'est une réquisition d'EDF de l'époque. Et ce lycée privé, je ne sais plus comment ça s'appelle, la maison de Megève, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous avez deux maisons à Megève. Une qui est en haut là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là-dedans, comment? La Colombière. Non, la Colombière, c'est la colo, ça. Il y a une maison qui est très où tout le monde va, où vous allez aujourd'hui encore, mais j'ai perdu le nom. Peu importe. En 1946, c'est quoi cette maison? C'est un aérium. C'est-à-dire qu'arrivent là tous les enfants des électriciens et gaziers de Paris dans des conditions abominables. Et on a des témoignages qu'on a retrouvés à l'époque où c'est des gamins complètement amaigris par la guerre, pauvres, tout ça, qui arrivaient. La plupart avaient la tuberculose. D'ailleurs, si vous allez dans la maison, si vous prenez des vacances un jour là-haut, vous allez voir qu'il y a encore un lazaret, l'endroit où on mettait les tuberculeux qui arrivaient, les gamins, là. Donc ça change complètement la vie des gens. Des colos s'ouvrent partout, des maisons de santé, il y a une politique sociale et culturelle forte, quoi. Et Marcel Paul va continuer son œuvre dans le CCOS. Rappelez-vous, en 1956, donc il continue en 1956, il devient, alors qu'il était auparavant le secrétaire de la Fédération de l'éclairage, en 1956 apparaît la Fédération de l'énergie, on ne dit plus éclairage, on dit énergie, il devient le secrétaire national, il va traverser toute la bataille de la libération des peuples, notamment pendant la guerre d'Algérie, où là il va échapper à un attentat terrible en 1961. Auparavant, il se sera battu comme un fou pour reprendre la gestion des activités sociales. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 1951, il y a ce qu'on appelle le coup de Calais. 22 rue de Calais, c'est là qu'était le CCOS. Le patronat envoie 300 CRS reprendre les activités sociales. Hein, c'est ce qu'on appelle les œuvres sociales de l'époque. Et de 51 à 64, date de création de la CCAS, le CCOS sera patronal, c'est-à-dire avec diminution des conquêtes et tout ça. Donc le Paul, il va traverser la guerre d'Algérie et il va progressivement se retrouver à l'endroit qu'il aimait, c'est-à-dire avec ceux avec qui il avait partagé des choses à la libération, notamment avec tous ses copains de la FNDIRP. C'est lui qui est à l'origine de la création de la Fédération des déportés. Et il va mourir le 11 novembre 1982, l'après-midi même, après avoir eu la Légion d'honneur par Mitterrand le matin. Je ne sais pas si c'est pas un coup de... Pendant ce temps-là, Ambroise, il est mort aussi, lui. Mais il est mort très tôt, Ambroise Croizat, il est mort en 1951. Il y a 1 million de personnes dans son enterrement, ce qui est absolument énorme. On comprend pourquoi, hein. C'est un enterrement, comme on disait à l'époque, à la Victor Hugo. Il y a 1 million de personnes à son enterrement au Père-Lachaise le 10 février 1951. Pourquoi? Parce que c'est tous ceux qui ont bénéficié de la Sécu, de tout ça, qui sont là pour enterrer celui qu'on appelait le ministre des Travailleurs. L'autre raison, moi, qui m'a poussé vers ces personnages, c'est parce que je ne supportais plus qu'on efface leur nom comme ça des tablettes de l'histoire, quoi. Avant 2012, si vous ouvriez un dictionnaire, il n'y avait pas Croizat. On s'est battu pendant une trentaine d'années pour arriver à imposer ce nom. Si vous alliez dans le dictionnaire avant 2012, vous trouviez un Croizat, mais ce n'était pas lui, c'était une danseuse d'opéra. Dans le dictionnaire, il y a aussi Réki Azaray, Johnny Hallyday, vous voyez, tous ces gens qui nous ont laissé un héritage social considérable, mais il n'y avait pas Croizat. Aujourd'hui, il l'est. Il n'y a toujours pas Paul. On se bat toujours pour que Paul entre. Ils nous ont promis qu'il rentrerait vite. Quand vous ouvrez un dictionnaire, vous allez chercher Paul, vous avez 6 papes et 1 apôtre. Voilà. Il n'y a pas Marcel Paul. Hein. Vous voyez un peu les... Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, il faut se battre pour ça, quoi. Et on y est arrivé pour Croizat, on y est arrivé aussi dans les livres scolaires, parce qu'il est dans les livres scolaires aujourd'hui. Et c'est pareil pour la sécurité sociale. Hein. On a fait un film qui s'appelle La Sociale, donc vous avez peut-être dû voir. Hein. Et dans ce film, on montre à un moment un petit micro-trottoir où on se pose la question de savoir d'où vient la sécurité sociale, quoi.
Moi, en 1995, quand il y a eu le 50e anniversaire de la Sécu, je me suis dit, on va beaucoup parler d'Ambroise Croizat, pas un mot, hein. Ministre du Travail, voilà, c'est tout. Alors, quand on interroge les gens, c'est assez frappant, hein, même encore aujourd'hui, hein, après tout ce boulot, quand on interroge les gens sur la sécurité sociale et qu'on leur demande ça vient d'où, la première réponse qu'on entend, c'est la Sécu a toujours existé, elle existe encore, elle existera toujours. Voilà, c'est ce qu'on entend. Après, la deuxième chose qu'on entend, c'est la Sécu, ça doit être un don du gouvernement, je sais pas, c'est quelque chose qui nous vient du gouvernement, hein, la générosité du gouvernement. Le Hollande, comme ça, il prend soin de notre santé. Après, ils disent, certains, c'est De Gaulle qui a créé la Sécu. Ben non, parce que De Gaulle, on l'a imposé. Par contre, De Gaulle, ce sera le premier à la casser. Hein. En 1967, les ordonnances de 1967 cassent la Sécu en 3 branches, c'est De Gaulle, hein, suppriment les élections et instaurent ce qu'on appelle le paritarisme. Auparavant, les caisses de Sécu étaient gérées sous Croizat, et jusqu'en 1967, de cette manière-là, 75% des voix aux salariés, 25 aux patrons. Voilà. À partir de Gaulle, en 1967, c'est 50-50, paritarisme. Il suffira de créer un syndicat minoritaire pour faire basculer la gestion du côté patronal. C'est depuis ce qu'on vit aujourd'hui. Alors la Sécu, c'est une longue histoire. Hein. Elle nous vient du fond des âges, parce que c'est une bataille de 20 siècles. Hein. La bataille des corporations, la bataille des révolutionnaires français. Et s'il y avait un fondateur de la Sécu à trouver, il faudrait le trouver chez les révolutionnaires. Parce que c'est eux qui inventent la Sécu. Dans l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme de 93, les sans-culottes ils disent la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur accordant du travail, soit en leur donnant des moyens d'existence au cas où ils ne peuvent se les procurer par le travail. Voilà la Sécu. Elle est créée en 1793. Bien sûr, elle va disparaître, cette idée, avec Napoléon. Puis il faudra toute la bataille des mutuelles, des syndicats, des assurances sociales pour arriver à l'acte fondateur, qui est donc l'acte du CNR. L'article 20 du programme du CNR décide la chose suivante, de créer un véritable plan de sécurité sociale permettant à ceux qui n'ont aucun moyen d'existence d'avoir la Sécu. Et c'est étonnant parce que les Jean Moulin et les 18 jeunes, reprennent la même phrase de l'article de la Constitution de 93. La société doit la subsistance, voilà. La même chose, hein, c'est étonnant. Hein. Et cette phrase-là va être prise en main par Ambroise Croizat, qui est à Alger, par le CNR. Ils vont travailler là-dessus, ça va donner une ordonnance, qui est l'ordonnance du 4 octobre 1945. Mais cette ordonnance, c'est 4 petits papiers sur lesquels on lit... voilà, il faudra faire une sécurité sociale comme ça. Mais maintenant, il faut la bâtir. Eh bien, c'est là l'œuvre du peuple de France. Ça commence lorsque Croizat arrive au ministère de la Sécu, en novembre 1945, et là, c'est l'idée de créer 138 caisses de sécurité sociale, bâties par le peuple français. Et qui bâtit la sécurité sociale? C'est la CGT. Il n'y a que pour la bâtir. Ce sont des militants qui bâtissent les caisses. La caisse de Chambéry, par exemple, était une baraque en planche, en 1946, bâtie par les ouvriers, CGT, sur leur temps de congé ou après leur temps de travail, bénévolement comme ça, dans un enthousiasme indescriptible. Et quand on retrouve les témoignages de l'époque, c'est assez fabuleux. Hein. Les gars disaient, mais c'était fabuleux de créer notre Sécu, qu'on allait gérer nous-mêmes, parce que c'est eux qui géraient, puisque c'était une gestion ouvrière à 75%. Et ces caisses sont bâties selon 4 grands principes qui nous ont volés pour l'essentiel aujourd'hui. L'unicité, on décide de mettre tous les risques sociaux dans une même caisse en proximité des gens. Les risques sociaux, c'est maladie, vieillesse, maternité. 2, l'universalité, on décide que tout le monde sera soigné. Ceux qui ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas, les artisans, les commerçants de l'époque. 3, la solidarité, et là c'est à mon avis la plus belle invention de 1945, la solidarité, c'était l'idée de faire financer la Sécu par la cotisation sociale. Et il faut revenir sur l'idée de la cotisation sociale, c'est extraordinaire, c'est le socialisme ça, hein. C'est la seule création de richesse qui part directement de vous, les cotisants, vers le bien-être des gens, sans passer par la case des actionnaires.
C'est incroyable, c'est le socialisme. D'ailleurs, Croizat disait, c'est un îlot de socialistes dans une France capitaliste. Hein, la solidarité. Et puis la troisième chose, on la doit à Croizat, c'est l'idée de démocratie. Et il disait, si on veut que l'accès à la santé soit garanti pour tous, il faut que ce soit géré par les travailleurs eux-mêmes. D'où l'idée des élections et l'idée de 75% des voix aux salariés. Et bien même avec tout ça, avec le rapport de force de l'époque, déjà à l'époque, elle est attaquée. Elle est attaquée par qui, la Sécu? Les médecins, surtout les médecins, ce qu'on appelle libéraux, là, ils n'en veulent pas parce que, vous vous rendez compte, ils disent on va avoir de la médecine d'État, la médecine soviétique, en plus c'était dirigé par la CGT, c'est pas possible ça. Après les mutualistes, beaucoup de mutualistes se disent mais attention, ils vont nous voler notre bien là. Après la droite, les assurances privées, tout ça se lutte déjà. Mais comme le rapport de force il est en faveur de la classe ouvrière, ils ne peuvent rien faire avant 1947 quand seront exclus les députés communistes. Quoi. Dernière chose, moi ce qui m'a passionné dans ces deux personnages, c'est qu'ils sont extrêmement modernes. Modernes parce que tous les deux, ils ont mis au centre de leur choix politique l'homme. Voilà, c'est pas compliqué. On arrive au pouvoir, c'est pas les banques qu'on veut sauver, c'est l'homme. Voilà. Et on fait ce qu'il faut pour le faire. Deuxième chose qui sont modernes, c'est la belle idée de Paul, et ça on lui doit ça, hein. L'idée selon laquelle si on veut une économie de qualité, il faut un statut social de qualité. Et ça va commander ça toute la politique sociale de la libération. L'idée, c'est de mettre en sécurité sociale, de sécuriser tout le parcours de vie de l'individu. Et ce n'est pas des promesses, ils vont le faire. Ils commencent par l'enfance. Comment faire pour rendre une enfance digne? On triple le montant des allocations familiales. On double le congé maternité. On crée l'assurance de l'allocation de salaire unique. On crée la prime prénatale. L'enfant grandissant, il faut lui donner l'occasion de se former. C'est toutes les lois d'apprentissage qu'on appelle loi Croizat, la FPA à l'époque. L'enfant grandissant, il va travailler, il faut le protéger. C'est toutes les lois sur la prévention dans l'entreprise, de la reconnaissance des maladies professionnelles, mais aussi de tous les statuts sociaux qui garantissent la vie des gens. Et puis comme l'enfant grandit, il devient vieux et tout ça, et il faut le protéger à la retraite. C'est l'idée de la généralisation de la retraite. Le 22 mai 1946, on généralise la retraite à tous les travailleurs. Voilà. Et ça, c'est une œuvre absolument immense, réalisée en 2 ans par quelques personnages, comme ça, mais bien sûr appuyés par le peuple. Et puis la troisième chose, moi, qui font qu'ils sont modernes, c'est quand même que ce sont des fils du peuple. Moi, ça m'a toujours étonné de voir que dans les 83 ministres du Travail qu'on a eu depuis Viviani en 1906 jusqu'à El Khomri aujourd'hui, là, 84 ministres du Travail. Il n'y en a qu'un qui a été ouvrier. Il n'y en a qu'un qui a connu la souffrance sociale. C'est Croizat, quoi. Donc, c'est des gens qui viennent du peuple. C'est des gens qui... moi, ce qui m'a fasciné, c'est la façon de faire de ces types à la Libération. La pratique politique de ces types. Constamment au plus proche des gens. Ils ne sont jamais dans leur bureau. Ils sont toujours où? Dans les entreprises, dans les municipalités, avec les associations. Et là, ils écoutent les gens. Et ces doléances des gens, ils les transforment en projet de loi ou en loi. Croizat disait, si on veut une politique efficace, il faut l'accompagnement des gens. Et ils se battent, mais alors d'une manière incroyable, et ça c'est moderne, hein, contre la délégation de pouvoir, en disant, c'est pas... le changement, il ne dépend pas des lois, il dépend de vous. Et c'est constamment un appel aux gens à changer la société eux-mêmes. Et puis, dernière chose qui fait qu'ils sont modernes, c'est quand même, hein, ils ont mené ces types-là 2 politiques de pair, constamment. L'une de satisfaction immédiate des besoins des gens, l'autre de politique de grandes idées transformatrices à long terme, comme la Sécu. Vous savez, Croizat, il ne va pas vivre très vieux, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, et en 1950, alors qu'il a 49 ans, il est extrêmement malade, et son dernier discours, il le fait à l'Assemblée nationale, et ce dernier discours se termine par cette phrase « Jamais nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. » Et il meurt 3-4 mois après. Moi, je me dis que cette phrase, on a intérêt à la reprendre pour faire que
la Sécu ne soit pas une coquille vide, livrée au privé, mais qu'elle soit ce que ces hommes de la libération ont voulu qu'elle soit, c'est-à-dire un véritable lieu de solidarité, un rempart contre la souffrance, le projet et l'exclusion. Et moi j'habite toujours au même endroit, là où on a vécu enfant, et en 1971, comme c'était l'anniversaire de la mort de Croizat, la CGT décide de faire une grande stèle au personnage, donc c'est en 71, et ils cherchent quelqu'un pour faire l'inauguration de ça, une grande voix. Ben, elle est trouvée, c'est Marcel Paul, parce qu'il vit encore, lui, et c'est Marcel Paul qui vient à Notre-Dame de Briançon, en 71, et la CGT, à cette occasion, avait invité le ministre du Travail de l'époque, gaulliste, et donc il s'appelait Fontanet, et ils ont installé Fontanet au premier rang, et Marcel Paul, donc, il fait son discours, 2 heures, pour dire qui était Ambroise Croizat, et il ne regarde à aucun moment Fontanet, et à la fin il se tourne vers lui, et il dit la France, elle a eu beaucoup de ministres du Travail, mais elle n'a eu qu'un seul ministre des Travailleurs. Voilà. Merci. Ambroise Croizat.